devais lancer une boîte de zéro et que tu devais aller chercher tes 10 premiers clients, comment tu t'y prendrais? Si j'avais vraiment rien, c'est clairement de faire de l'outbound. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent dès le début, il faut que je lance une séquence de 6 emails, 3 LinkedIn. Qu'est-ce que tu réponds toi à ça? Le truc, c'est que les gens, ils veulent absolument suivre un playbook. Ils vont peut-être demander à ChatGPT, c'est quoi la campagne idéale, combien d'étapes elle a. Et du coup, on oublie un peu le bon sens. Les employés qui vont sur leurs heures personnelles faire du LinkedIn, est-ce qu'on voudrait pas les rémunérer? Comment on fait pour recruter des A-players qui sont encore des doers? La réponse courte, c'est en leur faisant peur. Ce qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est d'être très conscient de ce que tu cherches. Si tes résultats sont pas bons, tu te remets en question. Tu remets pas en question ton CRM. Tu dis pas j'aurais dû prendre Salesforce au lieu de Salesforce. Les gens qui prennent l'analyste, ils attendent des résultats. Les résultats, c'est une réponse. Nous, notre enjeu maintenant, c'est de continuer à servir des petits clients, mais aussi de servir des plus gros. C'est que la prospection maintenant, c'est de faire moins, mais avec plus de qualité. Et donc vers là où on veut aller. Salut Charles. Salut Quentin. Trop content de te retrouver. On se parle beaucoup sur LinkedIn, mais on s'est jamais vu. Et là, ce soir, je t'accueille en grande pompe chez Exa. Dans 25 minutes, on a à peu près une bonne centaine de personnes, en comptant le no-show, qui vont venir écouter une conférence passionnante. Et l'idée là, c'est que pendant 10-15 minutes, je te pose quelques questions pour que ceux qui n'ont pas pu être là ce soir puissent quand même en profiter. Et puis moi, pour connaître un peu l'Emlist, j'ai quand même pas mal de questions. Donc voilà, écoute Charles, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, déjà merci beaucoup pour l'invitation et ravi de faire ce petit format. Donc moi je suis Charles, j'ai 38 ans et je suis dans la tech depuis une dizaine d'années. Et avant ça j'étais plus dans la partie finance et conseil. Donc j'ai vraiment deux carrières. Et depuis que je suis dans la tech, j'ai été dans pas mal de rôles différents parce que j'étais dans des rôles finance, opération. Et après j'ai été plus dans la partie sales, business development en étant Chief Revenue Officer de Skello. Et aujourd'hui je suis CEO de l'Emlist et l'Empire qui est la holding qui détient aussi d'autres produits, mais le principal produit c'est l'Emlist. Ok, super. D'ailleurs, l'Emlist fait partie d'un club très très fermé, un club que tu ne connais pas encore. C'est le club des boîtes que Exa ne montrera jamais parce qu'il y a déjà des boîtes trop bien installées, avec des trop bonnes équipes. Et qui Red Ocean. Ouais, exactement. Il y a... Alors non, Notion, on a essayé. Non, Red Ocean. Ah oui, pardon, Red Ocean, exactement. Bien sûr. Et dans ce club très fermé, il y a Figma aussi, et je crois que c'est à peu près tout. Sinon, on a tout essayé. Énorme. Mais voilà. Je suis content de savoir que tu seras jamais mon concurrent. Voilà, exactement. Trop bien. Écoute, Charles, j'ai quelques petites questions à te poser qui vont servir à tout le monde. Bon, aujourd'hui, tu es dans une boîte qui fait plus de 40 millions d'ARR, mais demain, si tu devais recommencer tout à zéro, si tu devais lancer une boîte de zéro et que tu devais aller chercher tes 10 premiers clients, comment tu t'y prendrais? Yes, c'est une super bonne question. Je pense que le plus simple, si j'avais vraiment rien, c'est clairement de faire de l'outbound. Et je le pense à 100%. C'est-à-dire que si je pensais autre chose, je dirais autre chose. Je pense que la force de l'outbound, c'est que tu peux vraiment cibler qui tu veux contacter. J'ai plein d'amis qui lancent des boîtes et qui font de l'outbound et à qui je conseille d'utiliser l'Emlist et parfois je les aide à utiliser l'Emlist. Je peux donner l'exemple d'un très bon ami qui fait du BTP. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va, par exemple, il va regarder les appels d'offres publics dans le BTP. Il va voir les personnes qui sont en charge de l'appel d'offres et il va les utiliser comme des prospects et il va les engager dans des campagnes l'Emlist, multi-channel, donc email, LinkedIn. Donc je pense que l'avantage de l'outbound, c'est que tu peux cibler très précisément qui tu touches, ce que tu peux pas forcément faire en inbound puisque les audiences, tu peux pas les cibler autant que ce que tu peux faire en outbound. Et tu peux très bien définir ton message très précisément. Et d'ailleurs, je conseille pas spécialement aux fondateurs de faire des campagnes avec des milliers de prospects. Je conseille plutôt de faire des petites quantités avec beaucoup de personnalisation presque à la main. Donc je conseille plus aujourd'hui de forcément vouloir personnaliser at scale, comme on dit en anglais, sur des milliers de leads, la même chose, parce que ça marche plus comme avant. Ce qui marche, c'est vraiment d'avoir une personnalisation très fine. Et donc je pense que ça fonctionne très bien. Et il y a plein de techniques. Par exemple, je peux donner l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Célian, qui m'a contacté il y a quelques jours, qui m'a envoyé un message WhatsApp directement. Donc c'est un peu intrusif. D'ailleurs, maintenant l'Emlist permet d'envoyer des WhatsApp. Je pense pas qu'il l'ait fait avec l'Emlist. Je pense qu'il l'a fait vraiment à la main. Mais il aurait pu le faire avec l'Emlist. Et ça peut être intrusif, mais il l'a fait de façon intelligente. Il m'a écrit Charles, je viens de dépenser 1 euro pour avoir ton contact. Donc j'espère que tu me répondras. Je m'appelle Célian, je monte une boîte et j'aurais bien aimé avoir ton avis. Donc il y a une technique connue qui est de dire demande un avis, tu auras des clients, demande un client, tu auras des conseils. Donc lui il m'a demandé des conseils en voulant vendre la solution, mais c'était bien et du coup je lui ai répondu, on a eu une discussion, il m'a envoyé une vidéo de son tool sur laquelle j'ai réagi. Donc c'était super malin et c'était très direct, très simple et ça il aurait pu le faire de plein de façons différentes sur LinkedIn et même pour moi qui suis quand même ciblé puisque je suis CEO d'une boîte,
il a réussi à sortir son épingle du jeu et à pouvoir discuter avec moi. Ah, c'est génial. Et d'ailleurs, en parlant de multi-channel, de multi-channel, de séquences, etc. Souvent, moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ah, mais dès le début, il faut que je lance une séquence de 6 emails, 3 LinkedIn, etc. etc. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça? Ouais, je pense qu'en fait, le truc, c'est que les gens, quand ils connaissent pas un sujet, et j'ai été dans cette configuration-là, ils veulent absolument suivre un playbook, tu vois, et se dire c'est quoi, comment je suis un bon élève. Donc, ils vont essayer de trouver, ils vont peut-être demander à ChatGPT maintenant, c'est quoi la campagne idéale, combien d'étapes elle a. Je pense que, et du coup, on oublie un peu le bon sens. C'est-à-dire, peut-être que tu as des gens qui sont très sollicités et qu'il faudra relancer plus, mais il faut imaginer qu'un step dans une campagne, c'est une relance. Donc en fait, c'est aussi simple qu'une relance. Combien de relances tu penses que cette personne, elle a envie de recevoir, qu'elle est capable de recevoir? Parce que si tu relances trop, la personne, elle peut aussi te marquer comme un spammer. Et donc ça, c'est aussi mauvais pour toi, parce que si Google, il voit que beaucoup de gens te mettent en spam, il va arrêter de donner tes emails aux gens. Et donc, faut toujours être orienté sur ton prospect et la personne que tu contactes, aussi bien sur le messaging que sur le nombre de relances que tu vas faire. Et après, tu peux itérer, mais globalement, en fait, oui, c'est bien de faire des relances. Et évidemment que plus tu fais de relances, plus tu as de réponses. Donc, si demain, je vous sors un chart qui vous dit le taux de réponse en fonction du nombre de relances, vous allez voir que quand tu fais 20 relances, tu as plus de réponses que quand tu en fais 10. Mais ça ne veut pas dire que chaque relance est bien, puisque tu as des dommages sur ta réputation, d'envoi. Et aussi juste sur des leads qui vont pas avoir envie de te parler. Donc il n'y a pas de bonne réponse. Évidemment que c'est bien de faire des relances. La bonne zone, elle se situe entre 3 et 6, 7 relances, ce que quelqu'un peut accepter. Mais si tu fais 10 emails, la personne elle se dit bon, il m'embête un peu lui. Ouais, totalement. Et si on revient sur WhatsApp, tu me parlais de ton exemple. Moi, c'est vrai que hier, là, je suis à un mois de mes 30 ans et j'ai reçu un WhatsApp de Party Full. Je l'ai d'ailleurs publié sur LinkedIn qui me disait ton anniversaire est dans un mois, on t'a déjà organisé ton événement. Et je cliquais, j'ai déjà le visuel pour les 30 ans et tout. Je trouve ça incroyable ce channel WhatsApp. On avait essayé de lancer une boîte, nous, chez Exact, qui s'appelait Kiosque, sur du WhatsApp marketing, etc. Je pense toujours qu'il y a un play énorme et vous, là, vous y allez vraiment à fond. Ouais, alors on y va à fond. En fait, dans WhatsApp, il y a vraiment deux trucs. Il y a WhatsApp Business et il y a WhatsApp que tu utilises en tant que particulier. Chacun a des règles différentes. WhatsApp Business, c'est tu vas faire des listes de diffusion et donc ça va être envoyé comme un business, etc. Donc c'est un peu moins adapté à de la prospection faite par un sales. Nous, on utilise plus WhatsApp B2C, c'est-à-dire comme toi tu l'utilises avec tes copains en émulant un téléphone. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, tu peux vite aussi te faire ban, c'est-à-dire te faire bannir de WhatsApp, parce que WhatsApp, il rigole pas avec ça. La façon dont on le voit, nous, c'est que c'est plutôt un canal que tu vas utiliser soit parce que tu veux cibler vraiment une personne très précisément et que tu as vraiment fait tes recherches et que tu as un message très spécifique pour la personne, soit parce que tu as déjà eu affaire à la personne, tu lui as déjà parlé et tu veux la relancer plus tard, par exemple ce qu'on appelle faire du nurturing. Donc ça, si tu es commercial et que 3 mois après avoir parlé avec quelqu'un qui t'a dit reviens dans 3 mois, tu le relances sur WhatsApp, ça sera beaucoup plus accepté que si tu n'as jamais parlé à quelqu'un et que tu lui écris un WhatsApp. Là, dans mon exemple, je ne le connaissais pas, le fondateur là, qui m'a contacté, mais il l'a fait de façon rigolote. C'est un entrepreneur, donc il l'a fait de façon très personnalisée. Donc finalement, moi, ça ne m'a pas du tout donné envie de le mettre en spam. Par contre, ça peut vite être un comportement qui énerve parce que c'est quand même intrusif. Je pense que c'est très puissant, mais qu'il faut bien l'utiliser. Ouais. Et c'est comme une épée à double tranchant, quoi. Ouais, c'est clair. Nous, il y a un exemple qui se porte très bien à WhatsApp, mais qu'on fait aussi par email. C'est par exemple quand on vient de shooter une offre à un prospect. Ouais. Et ben en fait, on met, donc souvent c'est le CEO ou le sales qui vient de le faire. Et du coup, on va avoir l'operation manager ou le CTO qui va envoyer un email en disant, ou un WhatsApp en disant bonjour, je m'appelle Quentin, je suis operation manager, c'est moi qui vais m'occuper de votre onboarding si vous signez, etc. Voici comment ça va se passer. Ouais. Et ça, je trouve que ça met un niveau de care. Exactement. Là, tu donnes un très bon exemple, c'est qu'en fait, tu as déjà des relations, alors peut-être pas avec la personne spécifiquement, mais en tout cas avec l'entreprise, tu as déjà une relation qui est en train d'être nouée. Donc tu viens pas de nulle part. Et de la même façon, tu vois, moi, je pourrais très bien, et d'ailleurs, c'est une idée, parce que je le faisais sur LinkedIn, mais quand un nouveau client signe chez nous, je trouverais ça trop cool d'écrire au VP Sales un WhatsApp en disant je suis super content qu'on fasse du business ensemble. Si jamais tu as le moindre problème, je suis dispo. Et je trouve que voilà, en termes de signal, c'est vraiment top. Et ça, on pourrait l'automatiser avec une campagne d'email, tu vois. Je l'ai déjà fait avec LinkedIn, donc pourquoi pas. Ouais, c'est clair, c'est trop bien. C'est comme à chaque fois que il y a des outils, surtout des outils US. Dès que je sign up, j'ai le CEO qui m'ajoute. Ça, je me dis ah ouais, ça c'est le petit truc cool. Ouais. Donc c'est clair. Trop bien. D'ailleurs, en parlant de LinkedIn, tous les employés de Lemlist sont des ambassadeurs Lemlist sur LinkedIn. Comment est-ce que tu les forces? Justement, on les force pas. Nous, en fait, en gros, alors pour être honnête, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui a été créé par Guillaume, et donc
ça fait partie des choses dont j'ai hérité dans la boîte et que j'ai essayé d'entretenir. Je pense que dans toute situation, quand tu prends un truc en cours, tu te poses la question de qu'est-ce que je veux absolument garder, qu'est-ce que je veux changer. Donc le fait qu'il y ait une proximité entre les employés et du personal branding, c'est un truc qu'on a envie de garder. Mais je pense que je surprends beaucoup les gens en leur disant qu'en fait on fait pas grand-chose pour en tout cas les forcer. C'est clair que non. Même les encourager, on le fait assez peu. Ok. Je pense que c'est naturel. Déjà, quand tu regardes la proportion de gens qui font de la personal brand chez nous, elle est assez faible. En réalité, tu vois, on doit être 130 dans la boîte, il y a peut-être une dizaine de personnes, peut-être 10% des gens qui en font, avec des niveaux de réussite très variables, des gens qui ont vraiment du mal, d'autres qui arrivent bien. Et donc, on ne force absolument pas. Donc, par exemple, on avait à l'époque des gros influenceurs comme Kevin, comme Lucas, comme Roxana, Roxana est partie de l'entreprise, Kevin fait plus de contenu parce qu'il a plus envie, ça l'amuse plus, et Lucas non plus. On les a jamais forcés à en refaire en disant il faut absolument que tu continues. Pourtant, ils avaient un reach super important, de parfois dizaines de millions d'impressions par an, quoi. Donc, c'était quand même conséquent. Donc, on force vraiment pas, on encourage, évidemment. La règle, c'est aussi de dire t'es pas recruté pour faire du LinkedIn, donc si t'en fais, c'est sur ton temps libre. Ça, c'est un autre truc, c'est que à une époque, les gens pensaient que ça faisait partie de leur fiche de poste, et en fait, ce qu'on veut, c'est quand même qu'ils fassent leur boulot. Donc, on dit aux gens, il n'y a aucun problème pour que tu fasses du LinkedIn, par contre, c'est sur ton temps libre. Et après, on est toujours ouvert sur le fait de donner des conseils. Et moi, personnellement, je donne des conseils. Parfois, si je vois quelqu'un qui va faire beaucoup de posts et qui va avoir du mal, je vais regarder, je vais prendre 2-3 de ses posts et je vais lui dire, voilà, je te conseille un peu ça, regarde ton hook, je l'aurais fait un peu différemment. Et Guillaume le fait aussi. Et Guillaume a écrit des posts pour notre CTO, il a écrit des posts pour notre head of sales. Donc si les gens lui demandent, je sais qu'il le fera. Donc on essaye d'aider, de donner des conseils, mais il n'y a pas de playbook, tu vois, en interne. Les gens imaginent que tu arrives, tu as une cheat sheet de comment faire des posts LinkedIn. Et pas du tout, en fait. Il n'y a pas ça. C'est plus, je pense, l'environnement qui fait que les gens se sentent à l'aise de le faire. Et c'est aussi beaucoup le lead by example. Guillaume le fait, moi je le fais. Donc je pense que les gens ont aussi envie de suivre. Ok, super intéressant. Maintenant, j'ai juste un truc à rajouter là-dessus, Dis-moi. C'est qu'en fait, on a même essayé de donner des bonus. Parce qu'en fait, on nous a beaucoup soumis l'idée de dire les employés qui vont sur leurs heures personnelles faire du LinkedIn, est-ce qu'on ne voudrait pas les rémunérer pour ce qu'ils font? Et ça a été un gros débat, parce que tu pourrais dire, tu payes Google Ads, pourquoi pas payer tes employés à faire de la pub pour toi? Ou tu payes des influenceurs aussi. Exactement, on paye des influenceurs. Pourquoi? Il y a des employés chez nous qui ont plus de reach que nos influenceurs. Et donc, ils se disent, pourquoi est-ce que je parlerais de la mise gratuitement alors qu'on paye un influenceur quelques milliers d'euros pour parler, tu vois. Et c'est un bon point. Et donc, on s'est beaucoup posé la question de est-ce que c'est l'avenir, tu vois, de payer les employés pour faire des posts. Et donc, on a essayé, on a fait un trimestre où on a dit qu'on allait faire des rewards. Donc, on n'a pas voulu faire un truc qui est proportionnel au nombre d'impressions et tout, parce qu'on se dit que ça devenait vraiment trop orienté performance et pas forcément bon mindset. Donc, on a essayé, on a dit, par exemple, on va avoir plusieurs prix. La personne qui est un try harder, c'est-à-dire qui va essayer, la personne qui a les meilleurs résultats, la personne qui a fait le post qui a le mieux marché, etc. Donc on a donné des primes de quelques milliers d'euros, tu vois. Et en fait, on s'est pas senti très à l'aise avec ça, parce que ça donne pas une chance équivalente à tout le monde, puisqu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça. Et qu'on s'est dit que c'était monétiser un truc qui est assez personnel finalement, et qu'on n'a pas envie de monétiser. Et donc on a testé, et personne n'a senti que c'était assez naturel, ou que on n'était pas à l'aise. Donc on a décidé de l'arrêter. Voilà. Okay. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce qu'une marque paye des influenceurs alors qu'elle pourrait en avoir en interne. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé la recette qui permet de le faire rentrer facilement. Je t'enverrai un post que j'ai sauvegardé. Il y a un CEO d'une boîte américaine hier, il disait on a mis ça en place. Et en fait, il y a un gars qui a commenté, et son commentaire était super juste. Il disait typiquement, est-ce que c'était $500 si tu dépassais 50K impressions sur un post ou au mois, je sais plus. Et donc, il disait ça. Et après, il y a quelqu'un dans les commentaires qui disait ouais, mais en fait, parfois, des posts qui explosent, c'est des posts qui sont pas du tout liés à ta boîte. Exactement. Genre, par exemple, du style, j'ai vu quelqu'un qui est tombé à vélo ce matin, etc. Et ça va pas du tout servir ta boîte. Mais par contre, ça va faire 200K de reach. Donc... Exactement. Ça, c'est un autre problème. C'est qu'en plus, par exemple, imaginons que notre VP Customer Experience commence à poster sur le Customer Experience. Son audience, elle n'est pas qualifiée pour nous. Donc, quel intérêt on a à ce que lui, tu vois... évidemment que ça a des intérêts pour la marque, parce que la marque est quand même connue, qu'on peut attirer des talents grâce à ça. Mais par contre, pour le business, proprement dit, ça n'a pas la même valeur qu'un sales qui va écrire sur du sales. Ouais, c'est un débat, c'est pas facile. J'ai hâte de voir comment vous avancez sur le sujet. Comment on fait pour recruter des A-players qui sont encore des doers? Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un peu ma passion. Je pense que
tu recrutes des A-players, la réponse courte, c'est en leur faisant peur. Et du coup, je pense que tous les gens qui ont fait un process de recrutement que j'ai l'idée, on va dire, et qui ont survécu, et pas parce que j'ai été dur, parce que je suis quelqu'un de super facile, je pense, je suis pas du tout dur dans les échanges, mais par contre, je fais peur, c'est-à-dire je vais volontairement être clair sur le fait qu'on n'attende pas du tout quelqu'un qui fasse du reporting. En fait, on exagère les traits qu'on veut répliquer. Ok. Donc ça, c'est la réponse courte, c'est-à-dire... et après, c'est d'être très clair sur qui tu veux être. Donc par exemple, on a un culture manifesto qui est un doc Notion tout simple où on explique qui on veut être. Et on insiste beaucoup sur le mindset. Et évidemment, on pose des questions aussi ouvertes à la personne pour illustrer des propos. Par exemple, des questions bêtes, mais par exemple, je sais pas, on a l'ancien CPO d'Agicap qui est chez nous, on a eu la chance de le recruter. Bon, lui, c'est spécifique, il a carrément été consultant pour nous avant de venir. Mais les questions, c'est parle-moi de la dernière fois que tu as été vraiment hands-on sur quelque chose, ça s'est passé comment, qu'est-ce que tu as fait, et on filtre naturellement. Et en fait, je pense que quand tu es très clair et que tu discutes avec la personne, moi, je respecte les leaders qui veulent pas être hands-on. C'est-à-dire que j'ai aucun problème et je pense qu'il y a plein de boîtes où ils ont leur place. Un leader qui dit moi, j'ai plus envie de mettre les mains dans l'opérationnel. J'ai envie de faire du reporting, d'analyser la data, de faire des réunions toute la journée pour aligner les gens, de faire du project management, etc. C'est un type de rôle que je respecte, mais c'est pas un type de rôle que je veux dans notre entreprise. Et du coup, tu le vois assez vite quand tu discutes avec la personne. Quelles sont les activités qui te font kiffer ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Si ce que tu aimes faire, c'est aller de meeting en meeting, aligner des gens, faire du project management, regarder des dashboards le soir, faire des notes très longues Notion où tu vas expliquer ce qu'on va devoir faire, la stratégie, etc. Ça sera pas du tout un fit parce que c'est pas ce qu'on attend. Voilà. Par contre, si tu me dis, moi, ce que j'aime, c'est mettre les mains dans l'opérationnel, aller en meeting avec mon product manager sur une feature pour comprendre pourquoi ça bloque, trouver la root cause des problèmes, essayer de la solutionner, etc. Là, ça va plus matcher. Donc, en fait, finalement, ce qu'il y a, c'est toujours pareil, c'est d'être très conscient de ce que tu cherches et de l'expliquer de façon très claire, plusieurs fois, quitte à faire peur à la personne et accepter que si tu perds des candidats, c'est pour les bonnes raisons, en fait. Et parfois, c'est vrai que dans un process de recrutement, quand tu perds un candidat, tu te dis toujours « Ah, je l'aimais bien, est-ce que c'est pas dommage de l'avoir perdu ?» Et en fait, perdre un candidat, c'est une bonne chose. Mais je pense que comme on réfléchit en taux de conversion, on se dit « Ah, j'ai pas un bon taux de conversion. » Mais en fait, un mauvais taux de conversion en recrutement, c'est une bonne chose, en fait. C'est clair. C'est notre quotidien, nous, pour recruter des founders chez Exa, tu vois. Et c'est une qualité qu'on recherche direct, en fait, parce que t'es CEO, t'as beau avoir... Et souvent, c'est marrant, mais c'est lié à l'âge. C'est que t'as eu des fonctions de management et tout, et du coup, quand tu veux devenir entrepreneur et que t'as goûté au management avant, même si t'as une équipe opérationnelle, dont moi, etc., qui veut faire du gros, en fait, tu vas le faire avec moi. Et moi, ma courbe de transmission, sur un an, je me dis que j'ai réussi mon job si, au début, je te montre comment faire, après, on le fait ensemble, et à la fin, tu me montres juste les résultats. Et là, je me dis, j'ai pas créé un zombie, parce que notre risque chez Exa, c'est de créer des zombies. T'as des équipes opérationnelles, et le jour où tu coupes, et ben là, à ce moment-là, c'est terrible. Mais trop intéressant, je retiens. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le... Attends, parce que sur recruter des A-players, excuse-moi, je rajoute juste un petit truc, mais il y a une importance fondamentale dans les références. Et les références cachées. Je sais que j'ai déjà fait hurler des recruteurs. Moi, parfois, comme j'ai la chance de m'entendre bien avec beaucoup de monde, je prends des références sur plein de gens, même ça peut être n'importe qui, très tôt dans le process. Alors évidemment, je ne suis pas un fou, c'est-à-dire que si la personne elle est en poste et qu'elle n'a pas dit qu'elle voulait partir, je ne vais jamais prendre des références qui peuvent compromettre la situation pour la personne. Mais par contre, si j'ai moyen d'avoir des infos, je le ferai toujours. Et les références, c'est l'exercice le plus important. Je trouve dans un recrutement, tu apprends plus via les références que vraiment via le process. Et donc, il faut savoir aussi bien poser les questions parce que tu auras toujours quelqu'un qui te répond de façon politiquement correcte. Et il faut imaginer que quand tu prends des références, tu parles à quelqu'un qui a priori ne te connaît pas, sauf si tu la connais évidemment, qui a plus d'intérêt à défendre la personne qu'il connaît, même si ça s'est passé de façon moyenne, plutôt que de te donner la vérité à toi. Donc les prises de référence, c'est quand même un autre moyen de recruter des très bons performeurs. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un ne va pas systématiquement performer partout. Ça peut arriver que quelqu'un ne performe pas dans un environnement, mais c'est sûr que c'est mieux si la personne que tu recrutes, elle a performé partout ailleurs. C'est clair. C'est vrai que moi, quand j'étais chez Shine, on faisait pas de prise de ref et j'étais à fond anti-prise de ref, etc. Maintenant, je suis revenu vraiment dessus. Je pense que c'est important parce qu'en effet, il y a tous ces traits qui se dégagent. Et aussi, l'année dernière, à San Francisco, on a rencontré CEO d'une boîte qui s'appelle Lindy. C'est un Français et il nous expliquait, lui, il fait un petit truc, peut-être que ça va te plaire.
Parce qu'en fait, quand il fait des ref calls, souvent avec des head-off, etc., il va demander à la fin, OK, est-ce qu'il faisait partie du top 10 des employés que tu n'as jamais eu? S'il dit oui, il va dire OK, est-ce qu'il faisait partie du top 3? Et là, il va dire oui ou non. Et s'il dit non, il dit et du coup, c'est qui ton top 3? Ouais. Ça, tu notes les prénoms et après, tu vas. Non, mais exactement, en fait, tu peux le faire comme ça. Tu peux aussi dire de 0 à 10, tu mets combien, tu vois. Enfin, mais c'est sûr que c'est bien de quantifier. Et après, moi, j'ai une autre technique que je peux rajouter, parce que ça, c'est une technique que j'utilise aussi. Il y en a une autre qui fonctionne bien, c'est tu identifies des choses dans le process de recrutement. Tu commences par des questions ouvertes. Déjà, c'est un entonnoir pour moi, une prise de rêve. Donc d'abord, tu vérifies que la personne elle a bien bossé dans le rôle qu'elle a dit, qu'elle a fait ce qu'elle avait dit, etc. Donc en posant des questions ouvertes. Et en fait, à la fin, tu vas parler des doutes de façon très claire. Tu dis, moi j'ai eu un doute, la personne, je trouve qu'elle parle beaucoup, qu'elle n'est pas très synthétique. Est-ce que c'est un problème que tu as rencontré? Et ça, c'est incroyable à quel point les langues se délient quand tu commences à mettre le doigt sur vraiment le truc. Et là, c'est là où tu as la vraie discussion en général. Trop intéressant. Génial. Écoute, on va creuser un peu la partie product-led growth de Lemlist. C'est quoi un PQL chez Lemlist? Alors, PQL, Product Qualified Lead chez Lemlist. Ouais. Alors, je vais te choquer, mais en fait, chez Lemlist, pour donner un peu les ordres de grandeur, aujourd'hui, on a 20 000 personnes qui créent un compte tous les mois, à peu près, entre 18 000 et 20 000. Et en fait, il y a encore un an, il n'y avait pas de commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils créent un compte, mais la seule personne avec qui ils pouvaient parler, c'était le support. Et donc, on a lancé les sales, ce qui est un de nos channels d'acquisition aujourd'hui qui rapporte beaucoup. Et en fait, on a du mal à grossir l'équipe sales suffisamment vite pour absorber l'augmentation de la demande. Okay. Donc aujourd'hui, un prospect qui crée un compte, il peut d'ailleurs soit demander une démo, donc il va demander à être contacté par un sales, sans créer de compte ou après avoir créé un compte. Donc c'est ça qui constitue la grande majorité de notre demande, et aujourd'hui on a du mal à servir ça déjà. Donc c'est à dire qu'en gros on a du mal à avoir assez de sales. Nos sales ils ont 8 rendez-vous par jour, donc et comme on fait hyper gaffe au recrutement, on recrute pas trop vite parce qu'on n'a pas envie de recruter n'importe comment, etc. Du coup depuis à peu près un an on est toujours dans ce truc là d'essayer d'absorber la demande qui est croissante pour l'instant, tant mieux. Un jour ou l'autre on va avoir trop de sales, et du coup on aura plus de bandes passantes. Donc nos sales, ils sont essentiellement occupés par des gens qui demandent une démo. Donc là, c'est plus qu'une product qualified lead, parce que c'est quelqu'un qui veut une démo. Et après, ils ont chacun un pool de PQL. Donc nous, on a 2 rôles chez Lemlist. Maintenant, on a un rôle d'inside sales et un rôle d'account executive. Inside sales, en fait, on qualifie, c'est assez simple, on qualifie en fonction du potentiel du compte. Les équipes sales qui ont moins de 5 commerciaux, ils vont chez des inside sales, et ceux qui ont plus que 5 commerciaux, ils vont chez des account executives. Et du coup, les démos, donc elles sont automatiquement, les demandes de démos pour les sales, elles sont automatiquement données sur un système de rotation aux sales en fonction du nombre de sales. Et après, ils ont un pool de product qualified lead qui est un petit peu scoré, mais on est quand même au début de ça, où ils vont juste avoir est-ce que la personne a créé une campagne, combien de fois elle s'est connectée, combien de users elle a, et après évidemment des données d'enrichissement sur l'entreprise, nombre d'employés, évidemment où elle est, dans quelle industrie, quel est le job title de la personne qui a créé un compte. Et donc eux, ils vont pouvoir un peu sélectionner, mais c'est fait de façon assez manuelle aujourd'hui. Et ça représente que 20%. C'est PQL aujourd'hui, 20%, et on les travaille pas assez. Voilà, mais parce que nos sales sont hyper occupés. Ouais, ok, trop bien. Trop bien, génial. Et c'est quoi l'average time to value pour un user sur le produit Lemlist? Bah écoute, j'ai un post LinkedIn qui commence par personne n'a jamais, c'est en anglais, mais c'est personne n'a jamais churn un CRM parce qu'il ne closait pas. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Un CRM, finalement, qu'est-ce que t'attends d'un CRM? T'attends qu'il stocke tes informations. Ouais. T'attends pas qu'il t'aide à closer. C'est fou quand même quand tu y penses. Alors qu'un CRM, c'est censé t'aider à closer les clients, quoi. Ouais, c'est clair. Ou à les renouveler. Si tes résultats sont pas bons, tu te remets en question. Tu remets pas en question ton CRM. Tu dis pas j'aurais dû prendre Salesforce au lieu de Salesforce. C'est ouf. Ouais, c'est clair. Et donc, nous, Lemlist, c'est différent. Parce qu'en fait, de la même façon, tu vois, si ta compta elle est fausse, tu vas pas te churner ton penny lane. Tu vas te dire, bah en fait, juste je fais pas bien ma compta, quoi. Nous, les gens qui prennent Lemlist, ils attendent des résultats. Et les résultats, c'est une réponse. Donc évidemment, ça va être différent si tu es une équipe de 10 personnes ou si tu es tout seul. Mais si tu es un fondateur, parce que nous, on équipe on a des clients de 1 personne à jusqu'à 100 sales, à peu près. On a quelques équipes qui font 100 commerciaux. Du coup, quand tu as quelqu'un qui est tout seul, par exemple, pour l'exemple le plus simple,
Lui, il prend la limite, ce qu'il attend, c'est d'avoir des gens qui lui répondent, quoi. Mm. Et ça prend du temps. Parce que déjà, quand tu mets en place les listes, donc si tu y dédies du temps, tu vas mettre quand même quelques heures pour connecter tes trucs, commencer à faire tes campagnes, trouver tes leads et tout. Et après, tu fais des relances. Et les relances, tu vas attendre que la relance, elle soit faite. Donc, tu vas envoyer un message, puis une relance 3 jours après, puis une autre 3 jours après. Si tu attends au moins une 4 relances, t'es à 15 jours, tu vois, déjà. Et t'as pas une réponse tout de suite parce que tu dois itérer, etc. Et d'ailleurs, quand tu regardes les études qui sont faites sur la prospection, tu vois qu'en fait, les projets de prospection au sein d'une team, on va dire d'une vingtaine de commerciaux par exemple, ça met au moins 6 mois à avoir vraiment des résultats et à avoir un ROI. Par contre, une fois que tu sais faire, parce que tu as la montée en compétences de chaque client, enfin chaque boîte va avoir un truc différent, tu as la montée en compétences qui prend du temps. Et par contre, une fois que tu as ce savoir-faire que tu as compris, parce que tu as itéré, là, ton retour sur investissement, il peut devenir très très intéressant. Parce que le coût de la prospection est quand même faible par rapport à d'autres canaux. Et donc le time to value, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais nous, c'est notre problème. C'est la problématique qu'on a en tant qu'éditeur de logiciels, où les gens, ils viennent, ils attendent qu'on leur donne des réponses et que ça soit facile. Et en fait, ça l'est pas tellement. Et d'ailleurs, c'est super intéressant la trend qu'il y a eu sur les AI SDR, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui sont des SDR qui remplacent des agents de prospection, où en fait, tu te rends compte qu'il y a un product market fit qui est exceptionnel, parce que tout le monde rêve d'avoir un sales fait par une IA. Bien sûr. Mais du coup, les gens, ils attendent qu'on leur livre des rendez-vous et des prospects. Et dans la livraison de la valeur, il y a une décorrélation. Je dis pas que ça marche pas, hein. Je dis juste que il y a une décorrélation entre ce qui est vendu et ce que tu as, l'équation, tu vois, de ce que tu attends à avoir versus ce que tu reçois. C'est pas la même chose. Et du coup, les gens sont déçus. Et nous, on a aussi ce problème-là de déception, beaucoup moins grand que évidemment un AI SDR qui te promet de faire un sales avec de l'IA. Mais on a ce problème de déception de je pensais que c'était facile. Et donc le time to value, c'est dur à définir, mais tu as des gens qui vont être contents déjà de voir que leur campagne se lance, que ça envoie des messages LinkedIn, qu'ils ont des premières réponses, mais ça prend pas une journée ou deux. C'est pas comme quand tu prends Notion et que tu fais un doc et que tu l'envoies à quelqu'un, et voilà. Ça prend quand même quelques jours, quoi, voire quelques semaines. Et du coup, les petites fonctionnalités AI que vous êtes en train de déployer là, ça permet de créer des petits aha moments, le temps de faire un peu patienter aussi cette time to value. Par exemple, je pense au cloner ta voix pour les vocaux, aussi reformuler tes messages. Moi, je trouve que les prompts derrière, ils ont l'air de très bien fonctionner parce que pour en tester au quotidien, parfois je me dis ça c'est pas mal. Ouais. Bah en fait, c'est vrai que l'AI, on investit beaucoup dessus. Notamment, on a une création de campagne sur laquelle c'est-à-dire à laquelle tu vas discuter et tu vas lui dire voilà mon site web, voilà les personnes à qui je veux vendre, etc. Voilà mes cibles. Et ça, on a beaucoup itéré dessus. D'ailleurs, on a un product manager très fort qui bosse dessus, qui était chez Basalt à une époque, qui connaît bien l'IA. Et donc, on commence à avoir des trucs qui l'IA va t'aider, mais au lieu de te faire une promesse de dire écris-moi une phrase, ce qu'on avait au début, c'était écris-moi une phrase et on fait des campagnes. Ça, on s'est rendu compte que ça donnerait jamais un bon résultat. Pas aujourd'hui, en tout cas pas dans l'état de l'art de l'IA. Par contre, maintenant, on a un truc où tu co-construis avec l'IA, un peu plus comme un copilote, et ça donne des résultats qui sont quand même bien plus qualitatifs. Pas encore 100%, mais quand même vraiment mieux. Et donc, on itère. Mais oui, c'est sûr que l'IA a son rôle à jouer dans la capacité à créer des aha moments plus courts. Et puis après, tu as plein d'autres fonctionnalités. Parce que tu pourrais dire le aha moment final, c'est d'avoir des réponses. Mais maintenant, on a plein d'autres fonctionnalités. C'est-à-dire, en fait, nous, on a un système où tu peux trouver un numéro de téléphone, un email. On va agréger 7 fournisseurs de données. Donc, en fait, tu vas pouvoir aller sur LinkedIn et trouver l'email ou le numéro de téléphone de quelqu'un en un clic. Et au lieu d'avoir 7 abonnements, t'en as qu'un. Donc, tu vois, ça donne un moment tout de suite parce que tu trouves le numéro de téléphone tout de suite. Tu as des systèmes de tâches où, en fait, on va t'aider à t'organiser. Tu peux connecter ton numéro de téléphone et passer des appels tout de suite. Donc, il y a plein de parties du produit où tu peux avoir des aha moments aussi. Mais si tu attends vraiment d'envoyer des messages automatisés et d'avoir une réponse, ça va te prendre au moins 15 jours, 3 semaines minimum si déjà t'es pas trop mauvais, quoi. C'est clair. Trop bien. Bon, dernière question parce que je commence à entendre les personnes qui nous attendent, qui t'attendent. Écoute, elle ressemble à quoi la route vers les 100 millions d'ARR pour l'Emlist? Ouais, la route pour les 100 millions, j'ai l'impression qu'on est dessus. Enfin, j'espère. En tout cas, je suis très excité. On a la chance d'être dans un marché qui est gros et où il y a à la fois de l'équipement, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de boîtes qui n'ont pas encore d'outils. Parce qu'en réalité, quand on voit il y a des boîtes qui n'ont même pas encore de CRM, en vrai, dans la vraie vie. Donc, on passe quand même après.
Donc le marché est gros, le marché grossit parce que les boîtes veulent faire de la prospection, parce que l'inbound c'est de plus en plus cher, c'est de plus en plus dur. Donc on voit une tendance, et en plus de ça, il y a des acteurs historiques qui, on va dire, peuvent avoir déçu. Et du coup, on est beaucoup en remplacement aussi sur des acteurs américains plus gros que nous qui en fait ont déçu, et donc des gens qui les remettent en cause. Donc le marché est là. Nous, notre enjeu maintenant, c'est de continuer à servir des petits clients, mais aussi de servir des plus gros. Donc la logique, c'est d'être capable de faire le produit de 1 à 100 commerciaux. Quand je pense qu'il y a un an, on était plutôt sur du 1 à 10. Ok. Là, on est en train de faire le 10 à 100. Donc il y a plein de choses dont il faut qu'on fasse dans le produit, même dans le marketing, dans la vente pour y arriver. Donc notre but, c'est de quand même être capable de servir des clients plus gros, parce que c'est vraiment une demande qu'on voit. Et d'un point de vue de la valeur qu'on délivre, nous, notre croyance vraiment, c'est que la prospection, maintenant, c'est de faire moins, mais avec plus de qualité. Et donc, vers là où on veut aller, c'est... En fait, je pense que les 5 dernières années, il y a eu vraiment un mouvement vers plus de quantité, parce que les coûts pour faire du volume ont été vraiment énormément réduits. Donc, tu peux acheter des grosses bases de prospection pour pas cher, tu peux envoyer des milliers d'emails par jour. Et ça, on voit que ça marche plus, ça marche moins bien en tout cas. Et ce qui marche, c'est de faire de la qualité. Et on le voit, les meilleurs SDR, les meilleurs sales, c'est ceux qui font des trucs assez manuels, avec beaucoup de réflexion. Et on pense que la technologie a quand même quelque chose à apporter. Notamment parce que faire bien de la prospection, c'est cibler la bonne personne au bon moment sur le bon channel. Et pour avoir la bonne personne, c'est beaucoup d'être capable de capter des signaux d'information. Par exemple, la boîte vient de lever des fonds, je sais que c'est un bon moment. Alors moi, ce que je préfère, c'est encore des trucs un peu plus avancés. Donc quelqu'un a visité mon site, j'ai une alerte elle a visité mon site web. Sachant que tu as 1% des gens qui visitent un site qui cliquent sur un CTA, si tu peux aller chercher les 99% restants, c'est quand même super intéressant. Et un autre truc que j'adore, c'est un mec était un de mes clients, il change de boîte, je le contacte, tu étais un client content de mon produit, tu changes de boîte, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Voilà, donc tout ça, c'est des signaux. Nous, notre logique, c'est de se dire comment est-ce qu'on rend la prospection plus intelligente en utilisant des signaux. Et évidemment, l'IA aide beaucoup aussi dans le traitement de ces signaux, parce qu'elle est capable de traiter beaucoup d'informations non structurées et de la structurer. Par exemple, des articles de presse, des choses comme ça, où tu as énormément d'informations que tu peux structurer. Donc, on pense que l'IA va être une grande aide. Et donc, notre vision, c'est de créer le copilote pour le sales, qui permet de travailler plus intelligemment et de faire de la qualité pour contacter les prospects au bon moment. Et ça, on pense que ça a beaucoup de valeur. Trop bien, génial. Trop hâte de voir toutes ces belles fonctionnalités arriver. Bon, écoute, Charles, merci beaucoup. Merci, Quentin.